It's not you, it's me. Jusqu'au moment où après un rapport, un mec me dit c'est ça que j'adore, c'est les meufs trop mates comme toi, c'est les meilleurs coups. On respire. Et c'est lunaire. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Dans cet épisode, je reçois Elsa qui a 38 ans et qui vient nous partager un témoignage fait de multiples rebondissements. C'est un épisode où on va aborder principalement la question de la vengeance. Moi, je vais appeler ça la vengeance joyeuse et la vengeance peut-être restauratrice. Avant de débuter cet épisode, je tiens à vous préciser que dans cet épisode, on va aborder la question des violences physiques, psychologiques. Ça n'est pas le cœur de l'épisode, mais je tiens quand même à vous préciser que la première partie peut-être déclencher certaines choses chez certaines auditrices. Je vous laisse avec cet épisode et j'espère que ça va vous plaire parce que moi, c'est peut-être dans le top des épisodes que j'ai préférés. Bonne écoute. Elsa, comment tu vas ? Je garde la tête au-dessus de l'eau, on va dire. Grâce à la vengeance. Vive la vengeance. Comme pour toutes les invitées que je reçois, je pose toujours une question. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires, heureuse ou malheureuse ? Eh bien, je me posais la question en venant et je me rends compte que effectivement, je suis bien plus heureuse seule et donc j'ai un célibat heureux. Une fois la vengeance accomplie, je suis heureuse. J'adore qu'on mette un peu de suspense sur la vengeance accomplie. C'est vrai que je vais raconter des trucs de fou. Ça va être tellement décevant. Absolument pas. Toi, ça fait combien de temps que t'es célibataire aujourd'hui ? Ça doit faire au moins 6 ans que j'ai pas eu une relation suivie, stable, on va dire, avec un appartement en commun, si c'est ça qu'on établit par relation sérieuse. Après, on parlera de mes autres relations que moi je considérais sérieuses. Mais apparemment non. Est-ce que pour toi, 6 ans, tu trouves que c'est long ? En fait, ça passe très vite quand tu vis le up d'une relation et t'es dans les nuages, c'est merveilleux. Et puis après, t'as une descente très violente donc t'as toute la phase de reconstruction qui est longue. Donc, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu le temps passer. C'est juste quand tu regardes dans le rétroviseur que ça donne un peu le vertige et que tu te dis putain, ça fait 6-7 ans que j'ai pas vécu un truc normal. C'est clair. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la notion de truc, de miroir là, de voiture. Rétroviseur. Merci. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, moi, ça fait 5 ans et pareil, je crois que j'ai pas vu les 5 ans passer. Il y a juste des moments où je vois ça avec un peu de recul en me disant genre, ah ouais, ok, ça fait déjà 5 ans. Enfin, mais c'est passé à une vitesse folle, quoi. C'est ça, si on me l'avait dit il y a 7 ans, ouais, tu vas rester 7 ans sans reconstruire un truc, moi, j'aurais chialé, hein. Voilà, comme si ma vie n'était pas possible sans une relation stable, parce que la société te fait croire que c'est ça aussi la normalité. Tu pars en vacances à 2, tu vas au resto à 2, tu vas au ciné à 2. C'est comme ça que l'humain doit s'épanouir. Surtout quand on approche de la quarantaine. Dépêche-toi, faut prendre le train là, faut enfanter, faut te marier. Enfin, tu la ressens toi cette pression là aujourd'hui ? Depuis que j'ai pris des chats, il est clair que je suis dans le train de... C'est bon, les gens ont lâché la rambarde. C'est bon, elle est vieille fille, quoi, tu vois. On a lâché le steak avec elle. Attends, quand tu dis ça, c'est les gens dans ton entourage qui te font ressentir ça ? Ouais, moi, mes copines, elles sont assez déconstruites et c'est des vieilles filles. Vous êtes des vieilles filles aussi. Vous êtes vieilles filles. Mais ouais, je le sens dans le regard, dans le boulot, quand tu te présentes en fait à des gens nouveaux qui te connaissent pas. Après, rapidement, dans ma personnalité ou dans les conversations, ils se disent. Ouais, non, on va peut-être pas la caser tout de suite. On va peut-être pas lui présenter Benjamin, finalement, le mec célibataire de notre entourage. Toi, pour un peu contextualiser ton histoire, t'as eu, dès le début de ta vie sentimentale,
une histoire assez monstrueuse. On va employer les termes, hein, franchement. Est-ce que tu te sens de nous raconter un petit peu c'était quoi cette première histoire, en tout cas ce premier contact avec l'amour? Ouais, bien sûr. Du coup, je devais avoir 23-24 ans et je suis sortie avec un mec qui était fils de diplomate et qui habitait en Hollande et qui m'a fait croire que pour moi, il emménageait sur Paris, donc il avait pas de logement, donc il est venu habiter chez moi. Et bah c'était un peu passionnel forcément au départ. Il quitte son pays pour moi. Très très rapidement, donc moi je travaillais, lui son père envoyait 2500 balles par mois pour ses petits hobbies. 2500 balles par mois et il vient s'installer chez toi? Oui, bien sûr. Il y a des claques qui se perdent. Et donc très très rapidement on tombe dans la maltraitance, ça commence... Vraiment, c'est très classique ce que je vais raconter, mais je dénigre un peu ce que tu cuisines, la propreté de l'appart, tu pourrais faire un peu plus le ménage, enfin des petites choses, puis ça devient de plus en plus violent, puis les insultes, puis tu te confies sur ton passé, sur ta famille, sur les embrouilles de famille, voilà. Et il s'en sert, évidemment. Oui, mais ton père, il dit que ceci, ta mère, elle dit que cela sur toi. Et donc, ça devient un argument hyper douloureux, qui t'affaiblit. Et puis, c'est ton quotidien. Toi, tu travailles toute la journée, tu rentres. Lui, il est en pleine forme. Il a joué à FIFA toute la journée. Il a été sur YouPorn. Enfin, la journée était bonne, en fait. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce début de témoignage, c'est que tu as tout de suite employé le terme... que c'était une situation normale, enfin, je sais plus exactement le mot que t'as dit, mais t'as dit un démarrage assez classique, comme si finalement le fait d'être violenté, que ce soit psychologiquement ou malheureusement physiquement, si tu te sens de nous en parler, était normal. C'est drôle que t'aies employé ce terme-là. Bah, je pense qu'à l'époque, ça me paraissait pas normal. Et que là, à l'aube des 40 ans, et quand je regarde dans le rétroviseur, en fait, ça n'a été que ça. À différentes échelles, de différentes façons. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les femmes, et moi surtout, je me contente des miettes. Ah, mais il me tape pas. Il est gentil, il me tape pas. Ah, il est gentil, il me trompe pas. C'est tout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se contente... que moi, en tout cas, je me suis contentée de ça, et que mes proches se sont contentés de ça. Les miettes. Tes proches, c'est-à-dire que tes amis aussi, ouais, tu vois copines, des choses comme ça Ouais. Je vois aucun couple dans mon entourage qui me donne envie. J'ai l'impression il y a des jolis couples en soirée. Ah, c'est cool, ça se galoche un peu, toi tu rentres toute seule. Mais en fait, quand tu grattes, ils se sont pris la gueule toute la semaine, le mec l'a pas aidé, le mec a mis sa charge mentale sur elle. C'est, une fois de plus, c'est pas grave, il lui tape pas dessus. Ouais, et il accepte à peu près le consentement de sa meuf, sauf quand elle est un peu bourrée. Bon, des fois, voilà. Ah, il l'insulte pas quand il s'engueule, donc ça va. Et en fait, je supporte plus ce discours. C'est vrai que combien de fois j'ai entendu des copines me dire mais ça va, ça pourrait être pire. Ouais. Ça va, il fait la vaisselle de temps en temps. Ça va, il me demande quand même comment je vais à la fin de la journée. T'imagines si on attendait si peu... raconte pas trop ta journée non plus. Ouais, c'est ça. Mais t'imagines si on attendait si peu de nos amis. Ça va, elle m'envoie des SMS des fois pour savoir si je vais bien. C'est ça. Enfin, vraiment, l'attente, comme tu dis, ouais, c'est vraiment des miettes, quoi. C'est l'attente qu'on met sur nos partenaires est tellement plus basse que même l'attente qu'on a de nos propres amis. Enfin, on a pris pour acquis qu'en fait, la moyenne basse, c'était la moyenne normale, quoi. C'est ça. Et à partir du moment où tu te contentes plus des miettes, tu deviens l'hystérique, la folle, la chieuse. Ah, elle est relou, elle a changé, hein. Ah bah elle a changé, ouais, mais elle pensait que toi t'allais changer. Elle pensait que toi t'allais lui donner ce que t'as donné au départ, parce qu'il n'y a pas de fille facile, par exemple. Ça n'existe pas. Il y a juste, tu l'as charmée, tu l'as séduite. Pour arriver à ça, t'as séduit pour en arriver à une relation, que ça soit sexuelle, une relation amoureuse, une relation ci, ça. Et tu lui as vendu un rêve. On a cru en des choses. Et après, au moment de payer un peu l'addition, et vas-y, ce que tu m'as promis. Mais non, mais t'es complètement folle, mais j'ai un boulot, mais je suis fatiguée, mais ma mère, elle a jamais dit ça à mon père. T'as tellement envie de parler de toi en mode folle, je le sens. Mais retenons-nous. Laissons monter la
Toi, cette première relation violente, elle a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans, 2 ans et demi. Putain, c'est énorme. Ouais, ça a été beaucoup trop long. Il y a eu un truc qui m'a vraiment marqué, c'était au bout d'un moment, tous les jours, il me parlait de mon odeur corporelle, de l'odeur de ma peau, qu'il ne supportait pas. Et donc, je devais dormir au pied du lit. Pas sur le canapé parce que ça allait marquer l'odeur, pas sur le lit parce que ça allait marquer l'odeur. Mon lit, mon canapé, chez moi, c'est moi qui paye le loyer. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Par terre? Je dormais par terre. Et c'est pas une fois, c'est pendant des mois, en fait. Et quand que je m'étais bien comportée, j'avais le droit de dormir dans le lit, quoi. C'était quoi, bien se comporter? C'était je l'ai pas embêté. J'ai pas fait de réflexion. J'ai laissé ma carte bleue à sa disposition. J'ai pas fait de réflexion. Voilà. T'arrivais à expliquer à tes amis, à ton entourage de l'époque, ce qui se passait? Non, parce que vraiment, schéma classique. Tes amis sont pas bien. Tu devrais prendre de la distance, parce que moi, quand je les vois, elles me draguent. Je vois dans leur regard qu'elles me veulent, et voilà. Et puis de toute façon, elles t'aiment pas, en vrai. Elles profitent de toi parce que t'as une bonne situation, parce que si, ça, et il y a que moi qui peux te supporter. Et tu sais, c'est pas facile de te supporter. Tu devrais être content de m'avoir dans ta vie, parce que c'est moi qui te sauve. C'est moi qui t'apporte au quotidien. Je suis le seul qui peut t'aimer. Il y a une question qui me vient, parce que là, je te vois. Alors aujourd'hui, t'es une femme de 38 ans, donc t'es forcément très différente de la jeune femme que t'étais à 22, 23 ans. Mais je te vois, t'es quelqu'un de très installé, qui est pas du tout timide, qui a de l'humour, qui est très à l'aise. Enfin, on voit que t'as une vraie personnalité. Enfin, tu corresponds pas à ce que l'on se fait de la victime idéale. Est-ce que toi, à cette époque-là, tu te sentais justement plus fragile, plus enclin à tomber dans ce genre de... Non, il n'y a pas de... Non, j'aurais jamais pensé que ça pouvait m'arriver. Je pensais que c'était chez les autres. Que j'étais plus forte que ça. Que jamais je laisserais... un homme me chier dessus, en fait. Et mais ça vient... Enfin, c'est pas une patate qui arrive un jour. En fait, c'est tout le travail de sape psychologique qui arrive d'abord. En fait, on pète ton mental pour après péter ton corps. Péter ton corps, c'est-à-dire? Après, un coup physique, ça fait moins mal, en fait. C'est pas... Tu vois le bleu, tu vois comment il se répare, ça se répare, des os, de la chair, ça se répare, mais ton mental, ça se répare jamais, en fait. On bidouille un peu, on recolle, mais quand t'as personne, quand toi t'es dans le fond de ton trou avec ton maltraitant, personne peut t'aider, personne peut recoller ton mental, donc tu t'enfonces de jour en jour, d'heure en heure, et tu sombres, et voilà, il y avait aussi ce truc, comme je t'ai dit, son excitation à lui passait par mes pleurs. Donc en fait, tu vis une maltraitance et tu sais que si tu pleures, si tu lui supplies d'arrêter de te traiter comme ça, un acte sexuel non consenti va s'en suivre, parce qu'il te le dit. Ça m'excite quand tu pleures. Et toute ta sexualité, tout ton mental est complètement pété, en fait. Tu ne sais plus le vrai du faux, tu ne sais plus la construction que tu as eue de ta mère, de ta grand-mère. Tout ça n'existe plus. Dans ton quotidien, t'es 24 heures sur 24 avec un mec qui t'abreuve le cerveau d'une sexualité et d'une vie complètement déviante. Comment t'as réussi à en voir le bout? Est-ce que ça s'est fait d'un coup? Est-ce que du jour au lendemain, t'as compris que là, il y avait un truc que tu pouvais plus tolérer? Est-ce que c'est lui qui est parti? Alors, en fait, au bout d'un moment, son truc, c'était de m'expliquer comment il me tuerait. Et il me disait, c'est simple, parce que comme t'es dépressive, un suicide, c'est facile, donc
je te pousse par la fenêtre et puis de toute façon, ta famille, elle t'aime pas, donc personne n'enquêtera. Régulièrement, j'avais l'explication de comment il pourrait mettre fin à mes jours sans avoir de problème en fait derrière. Et je me suis dit mais je vais crever là en fait, je vais crever dans ce putain de studio, je vais mourir. Et en fait, il y a un truc où tu dis oui mais si je le mets dehors, il est à la rue. Et je me dis non mais il y a bien quelqu'un, et donc je fouille son portable. Pardon. Je fouille son portable et là je tombe sur des milliers de meufs. En fait, je tombe sur 87 autres meufs. Attends, quoi? 87. Tu sais, il avait du temps en fait quand moi j'étais au boulot. Et donc, il y a 87 autres meufs avec qui il est plus ou moins en relation, en Europe, en fait, parce que monsieur est à l'international. Et donc, t'en as en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, dans le Sud, à Paris. Voilà, donc les moments où il allait soi-disant voir sa famille, voilà. Et puis, en fait, je me rends compte que les 87 sont sans préservatif. Oh. Et que toutes pensent avoir une relation suivie. C'est pas du one-shot Et donc, je pète un câble. Je découvre des sextapes tournés dans mon lit. Et donc, je pète un câble et je fous ses affaires par la fenêtre. Et j'arrête. Et je le confronte et je lui dis, mais t'as tourné des pornos dans mon lit? Et il me dit, mais pas du tout. C'est pas du tout chez toi. Voilà, bref, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Voilà. Et donc, mes copines... vraiment incroyable à l'époque. Donc je le fous dehors, viennent et puis ils me disent mais on va au commissariat et je porte plainte pour les agressions sexuelles. Et donc je suis je considère à l'époque que je suis bien reçue par des hommes. Donc la plainte dure 12 heures. Pendant 12 heures, je suis entendue et en fait on m'interroge sur toute ma vie sexuelle. Mes kinks, si j'aime un peu des trucs un peu violents, des choses comme ça, si je l'énervais pas un petit peu par moment, mais je suis tellement sous le choc qu'en fait je me dis il est gentil le major, tu vois, il me crie pas dessus, donc ça va. Ouais. Et donc je sors de ces 12 heures complètement assommée, mes copines sont là, elles me font une bouffe à la sortie, c'est incroyable. Je me dis je vais retrouver ma vie. Et le major, le lendemain, m'appelle et me dit on va convoquer vos ex quand même pour savoir si vous avez pas une sexualité un peu déviante. Et je veux pas, en fait, qu'on contacte mes ex. Et Dieu merci, à l'époque, j'étais pas encore folle. Et donc, j'étais en bon contact avec des ex à moi qui viennent témoigner qu'un missionnaire et une levrette, ça me va, en fait. Voilà. Et le major me dit ok, très bien, on va appeler vos parents, faudrait qu'ils viennent, et puis vos grands-parents aussi. Mes grands-parents, ils ont 85 ans, tu vois, et je le supplie de pas appeler mes grands-parents, de pas je veux pas qu'ils sachent, je veux pas qu'ils meurent en se disant ma petite fille est triste. Et donc j'arrive à négocier qu'ils appellent pas mes grands-parents. Et mes parents viennent. Et mes parents, j'ai très peu de relations avec eux. Ils font 500 bornes, ils viennent, et puis ils savent pas quoi dire de la sexualité de leur gamine. Évidemment, et comme je suis pas proche d'eux, je leur avais pas spécialement présenté cet homme. Moi, j'étais partie à Paris pour vivre une nouvelle vie. Mais bon, voilà, c'était ça, moi, mon enquête. Et au bout d'un moment, il est arrêté. Et puis, il vient, il est interrogé, et il repart. En fait, ça dure 2-3 heures. Ça dure moins longtemps que pour moi. Et puis, il ressort. Et le major me dit, oui, mais on n'a pas fini sa garde à vue. Comme ça, si on a besoin de le réarrêter, il nous reste des heures de GAV. Puis voilà. Puis il a déménagé. Non, c'est même pas ça, il a pas déménagé. Il a été très en colère de cette plainte.
sa victime avait osé se rebeller, osé l'humilier. Et donc, il est revenu. Puis là, il était pas content. Il était très fâché. Et donc, s'en est suivi 3 jours de séquestration, de viol, d'actes de barbarie. Et puis à la fin, il m'a pissé dessus. Et il m'a dit, je pense que là, t'as compris. Et j'ai compris. Et j'ai pas porté plainte. J'ai dit, ok, t'as gagné. Et après, il a fallu se reconstruire. Pendant 1 an, je suis pas sortie de chez moi. Et j'ai fait que me laver. Plusieurs fois par jour, tout le temps. L'appartement, fallait le désinfecter. Voilà, j'avais plein de tocs. Puis je me suis dit, mais non, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, c'est pas ça ma vie. J'ai déjà vécu la maladie, j'ai déjà vécu la maltraitance étant enfant, j'ai déjà vécu... C'est pas ça qui va m'abattre, en fait. C'est pas 3 jours de ma vie, c'est pas 2 ans de ma vie. C'est rien, il me reste plein d'années. Donc j'ai été suivie par l'aide aux victimes et j'ai entendu le podcast de Sandrine Josso qui en parlait, qui disait mais c'est terrible parce que les psys de l'aide aux victimes se trouvent dans le commissariat où vous avez porté plainte. Donc tu gerbes en fait à chaque fois que tu rentres là-bas. Puis après, avec ton petit argent, tu te payes ton psy. Et puis t'y vas et en fait, mon obsession vraiment, c'était de me dire un jour je serai heureuse, un jour je vais avoir une vie de couple et je veux pas qu'il paye. Je veux pas mettre tous les hommes dans le même panier, je veux pas faire de généralité, je veux être capable de rendre un homme heureux. Et donc moi, je veux me reconstruire, je veux aller bien pour rendre quelqu'un heureux. Je veux pas faire de généralité, ils sont pas tous pareils en fait. Et je suis tombée sur un monstre, je suis tombée sur une merde. Mais c'est une exception, ça va aller mieux. Et donc, avec le psy me donne rendez-vous tous les jours pour que j'apprenne à ressortir de chez moi. Et on fait des exercices, mais vraiment d'un niveau... réapprendre à dire bonjour, réapprendre à tout petit peu à toucher les gens, parce que serrer la main, c'était insupportable. Réapprendre... les odeurs, réapprendre à se laver normalement sans se désinfecter, déménager, ne pas, parce que je vivais là en fait, réapprendre à son corps, parce qu'en fait après ça, en 2 mois j'ai pris 40 kilos, donc mon corps n'a jamais été celui que j'avais avant, mais je les ai jamais perdus, parce que de toute façon ça n'a été que confirme. Enfin, personne m'a aidée à être heureuse non plus, peut-être. Mais j'ai jamais réussi à les perdre. Ça prend 5 ans. Comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Où j'oublie, en fait, le choc a été tellement violent que j'ai oublié toute ma vie sexuelle. Je me souviens pas de ma première fois. Je me souviens pas de sexualité, en fait, avant ça. Et donc, comme je suis en bon terme avec mes ex, ils m'en parlent pendant des heures de ce qu'on faisait, et ça me dégoûte. Et donc, mes copines, elles essayent, elles m'offrent 50 nuances de grès, on va voir des sexologues, on va dans des love stores, elles m'offrent des petits vibromasseurs, elles sont des pépites, vraiment. Je vous souhaite à tous d'avoir des amis comme les miennes. À toutes, pas à tous d'ailleurs. Il y a un truc je suis un peu sans voix. Je suis un peu sans voix. C'est assez affreux. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est que là, je te sens quand même très émue, je te sens très marquée encore par ça, alors que du coup, c'est il y a quand même plus de 10 ans. Donc c'est il y a longtemps, mais je pense que ça, on s'en défait jamais. Là, quand tu me partages ton histoire, très rapidement, quand tu sors de cette histoire-là, il y a le terme « je veux être heureuse pour rendre un homme heureux » qui arrive. Tout de suite, alors tu me parles de quelque chose qui est... là, vous nous reverriez dans la pièce, on est tous... j'en perds un peu la voix, quoi.
Tu nous parles d'un truc ultra violent, ultra qui t'est propre à toi, où on t'a vraiment détruit, où on t'a mis en pièces. Et tout de suite, tu viens sur un truc de je veux être heureuse pour rendre heureux quelqu'un, je veux retrouver le bonheur, ils ne sont pas tous comme ça. Enfin, c'est incroyable. À ce moment-là, comment t'arrives à te dire ils ne sont pas tous comme ça? Parce que c'est dur de pas faire des généralités quand on a vécu des choses comme ça. Ouais, parce que pour moi, je veux pas tomber dans le cliché de la femme qui a vécu quelque chose de dur et qui devient aigrie, qui... À l'époque, je ne conçois pas qu'on puisse être épanouie et construite totalement seule. Je suis encore dans la construction de la société. J'approche des 30 ans et donc faut y aller, faut être en couple et tu veux qu'il te rende heureuse. Donc, faut que tu le rendes heureux. Enfin, je veux que ça soit équitable. Et ouais, je pense qu'à l'époque, je suis encore incapable de me dire, mais on peut être heureux seul. Et pourtant, rien ne m'a montré qu'on est heureux à deux. Et mon psy de l'époque ne déconstruit pas ça. Enfin, on est sur tellement de l'urgence et des trucs bien plus importants. Ouais, je pense que c'est ça. À l'époque, je conçois pas une vie alternative, on va dire. Il y a quelque chose aussi dans ton histoire qu'on n'a pas abordé, parce que c'est pas forcément la thématique du podcast, mais moi, je pense que c'est assez lié, parce que forcément, dans ce que tu m'as raconté par rapport à ta famille, je me suis reconnue dans le sens de ne pas avoir de famille. Et en fait, il faut contextualiser les choses. C'est que toi, tu as eu un cancer à 17 ans. Ouais. Et que ta famille t'a complètement abandonnée et qu'on t'a mis à la porte une fois que t'étais guérie. Non, j'étais pas guérie. Ah putain, je sortais de l'hôpital, c'est tout. C'est merveilleux. Merci pour cette précision. Oh, putain. Et c'est vrai que moi, je vois, tu vois, dans le rapport que j'ai à l'amour, dans ce que je mets comme attente dans un partenaire. Avec Quentin, on en a déjà parlé, Quentin qui enregistre le podcast avec moi. Je sais que je mets une attente sur le partenaire de quelqu'un qui va venir combler, qui va venir remplir, soigner, guérir ce qui n'a pas été donné par la famille. C'est ça. Par ce qui aurait dû être donné. C'est ça. Et cet amour inconditionnel. C'est ça. Et je pense que des profils comme les nôtres qui n'ont pas eu la batterie d'amour remplie à la base, on est en effet plus susceptible de tomber dans ce genre de mécanisme, parce que, alors tu m'arrêtes si pour toi ça s'applique pas, mais il y a un peu un côté de prête à tout pour l'amour. Ah, complètement. Pitié, je suis prête à tout pour qu'on m'aime. Regardez-moi. Et en plus, moi, dans mon cas, je suis tellement persuadée en plus que je n'ai pas ce qu'il faut pour être aimée. Alors, ça va mieux, mais je suis tellement persuadée que de toute façon, si ma maman ne m'a pas aimée, mais pourquoi quelqu'un pourrait m'aimer ? C'est ce qu'il me disait. Et du coup, t'as ce côté désespéré j'ai besoin d'amour, en fait. Et en plus, tu connais à quel point toi, t'es capable d'en donner. Et donc, pourquoi quelqu'un aurait peur de ça ? Enfin, c'est de l'amour. Toi, malgré tout ça, il y a un désir tout de suite de réaimer, de revivre, enfin, tout de suite. Pas très bon terme. 5 ans, quand même. C'est tout de suite, finalement. Mais en tout cas, il y a très rapidement, en tout cas, un désir de réaimer. Tu veux pas te couper à l'amour et tu commences à refréquenter des hommes. C'est ça, au bout de 5 ans, où je suis capable de faire la bise et compagnie, je me dis, je vais me remettre sur une appli de rencontre et je vais y aller tout doucement, voilà. Et donc, je rediscute avec des hommes sur Tinder et je leur dis, en plus, parce que j'ai ce besoin de, comme j'ai pas eu justice, comme il a pas été condamné, c'est vrai que j'ai tendance à l'époque à beaucoup, beaucoup parler de mon histoire et de le dire, en fait. Avec les dates ? Ouais. Franchement, je le disais, je pense que même ma boulangère, à l'époque, était au courant. J'avais besoin de leur dire, mais vous savez ce que moi, il m'est arrivé, je suis une victime, vous savez, vraiment, ouais, j'en parle parce que ils me disent, ouais, ça fait combien de temps que t'es célibataire? Et moi, bête, je m'en passe, ça fait 5 ans. Ah ouais, une meuf comme toi. Et donc, ouais, parce que j'ai vécu une histoire difficile. Et donc, je leur dis, en plus, je me confie, parce que tu sais, les coups de fil à 2h du matin où ils te la tiennent jusqu'à 5h, et tu te dis, ah ouais, incroyable, je peux me confier à lui, et puis ils sont là, mais une meuf comme toi, moi, mais jamais, mais je comprends pas, mais incroyable, mais comment on a pu te faire ça? Et
puis on te baise et puis on te rappelle pas en fait. Donc je redécouvre la sexualité parce que un mec me convainc que non, avec moi il va y aller tout doucement, machin. Et puis en fait je lui fais confiance. Puis pas du tout. En fait il disparaît. Puis je comprends pas. Et puis mais non, mais ça va trop vite entre nous, ça me fait peur, machin. Et je peux plus en fait. Le ça me fait peur. Mais t'as peur de quoi? Parce que moi j'ai peur d'être violée, j'ai peur d'être battue, j'ai peur d'être maltraitée. Et toi t'as peur de quoi? T'as peur de quoi, fils de pute? T'as peur d'être aimé? T'as peur de l'amour? C'est clair. Et donc, vas-y, je me dis, c'est bon, il y en a un, je suis retombée sur un connard. Mais bon, c'est pas grave, le prochain. Et puis voilà, tu t'en fais 2, 3, 4. Et puis, tu leur racontes ton épreuve et ils couchent avec toi en te baratinant monts et merveilles. Et en fait, ça m'enlève mon consentement. Je suis désolée, j'aurais pas couché avec eux s'ils m'avaient dit la vérité. Et voilà, je vais pas requalifier ça, et voilà. Mais en tout cas, j'aurais pas consenti à ces relations si j'avais su la vérité. Et donc, ma sexualité, une nouvelle fois, ne m'appartient plus. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur la notion de consentement, sur le fait de... En fait, si on m'avait dit que c'était clairement pour du sexe, je n'aurais pas voulu avoir cette relation-là. Si on m'avait dit que tu me bloquerais, que tu me donnerais plus de nouvelles, que tu m'ignorerais, que tu donnerais des prétextes de « c'est pas toi, c'est moi », juste après avoir couché avec moi, je n'aurais pas accepté de coucher avec toi. Je ne serais pas rentrée dans cette démarche, je n'aurais pas donné de mon intimité, je ne t'aurais pas donné l'espace dans mon lit, etc. Et moi, tu vois, c'est ça qui m'a fait arrêter les apps, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, j'avais grave l'impression de coucher, ouais, c'est mon pouvoir, je récupère, j'ai une vie sexuelle assumée, etc. Et en fait... Mais non, en fait, parce que vous me volez quelque chose. Je ne veux pas... Enfin, bien sûr qu'il y a des fois, mais il y a des gars, j'ai pas forcément envie de dire voir, mais je n'avais pas envie qu'on me consomme comme on l'a fait, sans me préciser et en me mentant. En fait, c'est ça le pire. Mensonge, c'est nous faire croire que je recherche quelque chose. Et ça, le nombre de fois où j'ai entendu, faut pas coucher le premier soir. Alors vraiment, accroche-toi, parce que tu peux attendre 10 soirs, 20 soirs, que le mec peut te ghoster le lendemain. Que le mec peut te ghoster le lendemain, si c'est ça qu'il avait en tête, il l'a. Et ça, c'est hyper intéressant de parler de ce consentement, parce qu'en effet, c'est abuser d'un consentement qui n'est non donné, de mentir pour atteindre un objectif. Enfin, je veux dire, par exemple, quand on fait ça dans l'aspect financier, quand on ment à quelqu'un pour lui voler de l'argent, c'est un abus de confiance, c'est du vol. Donc, ça m'énerve. J'ai un mec, une fois, qui m'a dit, quand je lui ai parlé de ça sur une appli, il m'a dit « Ah, t'aimes vraiment comme une provinciale, toi ». Attends, quoi? Je pense que c'est avoir une relation, on rencontre un mec sur une appli et puis ça va être du sérieux. Ce qu'ils nous vendent, en plus. Je vois pas en quoi c'est provincial. Mais quand le mec, après je lui dis, je sais pas, on s'est vu, tu me rappelles pas, il me dit, mais t'aimes vraiment comme une provinciale? C'est ce que tu me disais, en fait. Non, mais, enfin, ce truc, mais en fait, je trouve ça aberrant, ce terme de aimer comme une provinciale, mais à la fois, je le capte, parce qu'en tout cas, nous, on vit à Paris, on date des gens qui vivent à Paris. Alors, à Paris, d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup de Parisiens? Je ne suis pas sûre. Majoritairement, ce sont des gens qui viennent de région, voilà. Mais c'est vrai que rattaché à la vie sentimentale, au dating à Paris, il y a un truc de faut pas trop s'attacher, faut pas trop rentrer, faut laisser le temps entre les réponses. Alors qu'en effet, mes potes qui sont en région, il y a un truc beaucoup plus comme... Enfin, attendez. Les copines qui nous écoutent, qui sont en région, qui disent « Attends, là, la meuf, tu racontes nimp ». Mais moi, j'ai eu une expérience, je suis partie vivre 2 mois à Lyon. Donc... Je connais. Donc, permettez-moi du peu, mais j'ai ma petite expérience de provinciale, ok? Et entre parenthèses, j'ai vécu 1 an à 3 aussi, ok? Ça, c'est plus provincial, ça. Et n'empêche que la vérité, c'est quand même que j'ai vu une vraie différence. Que, en effet, les mecs, quand ça match, ils te rappellent. Tu te revois. Ça donne pas forcément lieu à une vraie histoire, une belle histoire, etc. Mais, globalement, tous les mecs avec qui ça n'a pas fonctionné à Lyon, je pense que c'est 2 mois, c'est moi qui mettais un stop. Alors qu'à Paris, mais je ne me rappelle même pas la dernière fois que via une app ou même une rencontre dans la vraie vie, j'ai eu un second date. Ça n'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. Résultat, je baisse plus. En tout cas, j'ai vécu 2 mois à Lyon. Retenez bien cette info. On en parlera dans un autre épisode. L'épisode de Lyon. Donc toi, du coup, comment ça se passe? T'es sur ces apps, tu couches, mais
T'es déçue? Ouais, et je pense que du coup, comme toi, ma sexualité au bout d'un moment ne m'appartient plus, et donc je turn off en me disant ok, je suis féministe, je couche avec qui je veux, et de toute façon ils vont me décevoir dans tous les cas, donc autant coucher vite, comme ça je suis vite fixée. Et ils sont décevants aussi au lit, bien entendu, mais bon, ça, on va pas faire un épisode là-dessus. Mais ça, c'est pas mal pour toi. Ça durera moins longtemps que quoi. Et donc, j'ai l'impression que, ok, c'est bon, je suis une Amazon, quoi. J'ai le power mais je suis quand même encore traumatisée de mon histoire, donc je suis dans un truc un peu schizo. Et de temps en temps, je continue un peu à en parler au mec en disant non mais attention, tu sais, si tu rentres dans ma vie, je suis fragile, moi, calme-toi, vas-y doucement, j'ai vécu des gros traumatismes et tout. Je continue à rentrer et à chier dans ma vie jusqu'au moment où après un rapport, un mec me dit c'est ça que j'adore, c'est les meufs traumates comme toi, c'est les meilleurs coups. On respire. Et c'est lunaire. Et en fait, là, je capte que ça devient un argument pour eux. Enfin, que, ok, on a flairé la proie, mais elle nous l'a confirmé. Ça veut dire que ça devient un argument de je vais passer un bon moment. Et je peux même te dire qu'il y a un article sur Slate, les hommes préfèrent les folles, qui dit, en fait, c'est un peu le syndrome Marilyn Monroe, où, en fait, c'est un gage de passer un bon moment parce que les folles donnent tout au lit parce qu'elles ont tellement envie d'être aimées que voilà. Et donc t'as l'impression qu'il y a un petit truc en off, un petit conseil entre couilles qu'on s'échange. Tape-toi des timbrés, quoi. Et donc tu te rends compte que toi, ton traumatisme, toi, ce qui a brisé ta vie et ta personnalité, je ne serai plus jamais celle que j'étais avant, en fait un argument de vente. En fait une attraction sexuelle pour eux, et que t'es rentré dans ma vie pour me souiller, pour toi avoir du plaisir. À quel prix? Et en fait, peu importe, tu peux leur expliquer par A plus B ce que t'as vécu, ils n'entendent pas, ils regardent que ta paire de nichons, quoi. Une fois qu'ils ont eu ta chatte, peu importe ce que ça aura pété en toi, et ils vont dire ah mais moi je t'ai pas violée, ah mais moi je t'ai pas tapé dessus. Ouais, mais t'as pas entendu, tu m'as pas écouté quand je t'ai dit que j'étais encore en souffrance, encore en reconstruction. Je t'ai dit, si t'es pas prêt, c'est très lourd, moi, ce que je suis. Mon mental, il est encore lourd. S'il te plaît, viens pas foutre la merde. Et t'es rentré quand même pour quelques minutes de plaisir à sens unique. T'es venu et tu l'as fait quand même. Et moi, toi, demain, tu penseras plus à moi parce que tu seras déjà sur l'app, tu seras déjà en train de pécho une meuf. Moi, je vais mettre des mois, des semaines, des jours. Et même si j'ai pleuré 10 minutes pour toi, c'est 10 minutes de trop, en fait. Et c'est pas 10 minutes parce que je me suis dit que t'étais l'homme de ma vie. C'est parce que je me suis sentie utilisée. C'est trop bien de le préciser, ça, parce que vraiment, moi, j'ai eu plein de situations comme ça aussi. Et moi, je confronte les mecs maintenant pour leur dire mais voilà comment tu t'es comporté, voilà ce que tu m'as fait. Et les mecs, leur réponse c'est souvent de me dire genre non mais enfin attends, on s'est vu que 2 fois, détente, je t'ai rien promis. Je comprends pas, t'étais amoureuse de moi. Non. En fait, je suis pas amoureuse de toi. J'étais pas amoureuse de toi. T'es juste le millième connard à venir chier dans mon pieu, à venir chier dans ma vie, dans ma tête, dans ma vie sexuelle. T'es juste le millième connard à piétiner tout ce que je suis. C'est pas toi en tant que personne unique. Et j'ai l'impression que ça, ils arrivent pas à l'entendre. C'est pas eux. Juste, on n'est pas un individu. Tous nos actes s'ajoutent aux actes de 1000 autres personnes que l'on croise. Et je dis nous parce que là on parle d'hommes parce que toi tu sors avec des hommes, etc. Mais c'est dans tout, dans l'amour, dans la famille, dans l'amical, dans le pro. Nos actes ne sont pas détachés des 1000 autres actes qui sont arrivés dans nos vies. Et on a tous une responsabilité vis-à-vis de ça. Et ça m'énerve tellement parce que, tu vois, depuis tout à l'heure, on rigole avec le terme folle, etc. Mais putain, moi, combien de fois, quand j'ai mis un mec face à ses actes, où il me dit, mais enfin, attends, je comprends pas, t'étais amoureuse. Mais j'étais pas amoureuse, trou du cul. Juste, j'en ai marre que vous me chiez comme ça dans ma vie, quoi. Il faut que tu sois amoureux pour que tu me respectes.
Mais c'est ça. Et puis même amoureux, ils les respectent pas. Mais le respect passe par l'amour. Tu sais, c'est comme la question des violences sexuelles, psychologiques, amoureuses, etc. Elles sont abordées, ou du harcèlement de rue. C'est toujours la question de est-ce que tu ferais ça à ta mère ou à ta sœur? Ouais. Du coup, pour le respect, pour avoir du respect, on doit être ta mère et ta sœur. Ouais. Mais du coup, si on n'est pas ta mère ou ta Ouais. sœur, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On mérite Qu'est-ce qui fait rien. que je suis moins respectable que ta sœur? Et surtout, dis-toi bien que quand tu traites les femmes, bah, les hommes traitent aussi ta sœur comme ça. Ouais. Enfin là, j'ai vraiment turn off quand il m'a dit ça dans ce lit. Et je me suis dit, en fait, ils ne comprendront jamais. T'as beau leur expliquer, t'as beau leur dire des faits extrêmement précis. Je te parle pas d'une généralité dans le Parisien. Je te parle de moi, ce qui m'est arrivé. Je te parle que on m'a fait vivre des atrocités et que toi, t'es celui qui passe derrière. Alors ouais, c'est pas évident, mais je t'ai prévenu. Et malgré tout, tu viens encore te servir des micro-restes que le mec a daigné laisser sur le trottoir. Et tu viens, et toi aussi, en fait, tu contribues à ça. Donc, j'ai beau t'expliquer, vous ne comprenez pas. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité? Il n'y a pas de conséquences. La justice, on le sait, ne les punit pas. Et nous, en fait, pour ne pas être cette folle, pour ne pas faire de vagues, eh bien, on ne dit rien. Et les copines, mais t'inquiète, le karma, la roue tourne, il va s'en mordre les couilles, et je peux plus. Il y a pas, en fait, la roue tourne, mais moi, pourquoi j'ai eu autant de galères? Je paye quoi? Moi, j'ai pas vu des mecs traverser les enfers comme moi, je l'ai vécu. Je crois pas qu'il va se mordre les couilles. Moi, je crois qu'il va avoir un peu de peine parce que il va coucher avec une autre nana qui va performer un petit peu moins ou qui va moins cuire sa tartiflette comme il l'aime. Oh, c'est un peu chiant. Moi, je comprends qu'ils soient embêtés. Les femmes, on sait ce que c'est que de chialer d'un coup dans le métro sans raison devant tout le monde parce que t'as tellement mal que t'arrives même plus à contrôler tes émotions. Nous, les femmes, on sait ce que c'est que d'avoir des pelades. Tu perds tes cheveux tellement t'as mal. Eux, ils ont leur vieille calvasse parce que c'est comme ça, parce que c'est des hommes, parce que c'est hormonal. Nous, c'est parce qu'on a mal. Notre corps, les plaques de psoriasis, enfin voilà, les kilos, les fluctuations de poids, les trucs comme ça. Eux, ils ont pas ça. Eux, ils savent pas ce que c'est que de s'arrêter de travailler parce que t'as tellement mal que t'arrives plus à te lever de ton lit. Ils savent plus ce que c'est, ils savent pas, ils ont jamais peur quand ils vont à un date de se faire agresser, mais ils savent pas ce que c'est que de se prendre un pénis contre son consentement à l'intérieur de soi. Très peu connaissent l'acte pénétratif, ils ne savent pas à quel point les quelques minutes qui, eux, les a amenés à une jouissance, nous, va péter notre vie à jamais. On va continuer parce que nous, les femmes, on devrait dominer le monde, mais nous, on est putain de fortes. Donc oui, on va continuer pour celles qui arrivent pas, qui vont sauter par la fenêtre. Voilà, eux, ah oui, mais tu peux pas lui péter sa vie. Mais quoi? Mais moi, je vais être juste le petit caillou dans sa chaussure. Combien même? Alors, mes petites vengeances, pour en arriver à ça, c'est des petits cailloux dans la chaussure. Vraiment, je mettrais ma paye aujourd'hui sur la table que s'il y a un mec, parce que je lui ai envoyé l'URSSAF ou les témoins de Jéhovah, a eu sa vie pétée. Je suis désolée, mais meuf, je suis tellement à fond. J'ai envie de sortir des pancartes et d'aller brûler des baraques avec toi, là. Vas-y, on se concentre avant de faire la longue liste des petites vengeances cailloux que t'as fait. Comment la première vengeance, elle a débuté? La première, je crois que c'était assez soft. Non. Je l'aime bien, celle-ci. C'était un mec, pareil, t'es incroyable. Mais vraiment, je suis incroyable, faut le dire. Il vient me chercher et le mec est... je sors en général avec des mecs qui ont plutôt des bonnes situations, d'où l'URSSAF. Et le mec vient de s'acheter, je sais pas, une moto, un Vespa, enfin, je sais pas trop quoi, un 2 roues. Et donc, il arrive, fier comme un camion de pompier en bas de chez moi, tu vois. Viens, je t'emmène, nanana. Bien sûr, et il me ghost suite à ça. Et son véhicule, il vient de l'acheter le jour même. Et je connais son bar préféré parce que, tu sais, avant, ils ont le temps de te parler. Hein. T'es vraiment incroyable. Tu ne les inondes pas de messages. Avant, ils ont envie de te parler toute la journée. Oui. Après, tu deviens insupportable. Et par hasard, son bar préféré est pas très loin de chez moi. On est en plein mois d'août. Et donc, j'ai rempli son pare-brise de 40 bars en plein soleil fondu dans toute la technologie du véhicule.
Et j'ai versé. Alors ça m'a coûté un peu cher. Je pense que vaut mieux conseiller de l'huile à l'avenir. Mais moi j'avais utilisé un lubrifiant au silicone parce que c'est insup à nettoyer, ça glisse, c'est insup. Et donc j'ai couvert son deux roues jusqu'à dans le moteur et compagnie de lubrifiant au silicone et voilà. J'adore quand même parce que t'as démarré direct avec une vengeance assez fat quand même. Ouais, mais ça c'est le côté artistique, c'est parti direct quoi. Après il fallait pas. J'avais allumé le moteur, c'était parti. Mais c'est ouf parce que qu'est-ce qui ce jour-là, vraiment là tu t'es dit après les millièmes bâtards qui m'ont traité comme de la merde, vraiment qu'est-ce qui a fait dans ton cerveau que ça a switch et que tu t'es dit que t'es partie de chez toi avec tes 40 barres et ton silicone quoi. Je sais pas, je crois que c'était vraiment celui de trop. Il a payé pour les autres. Il a payé avec des carambars et du lubri. Enfin, tu vois, c'est pas, ça reste du matériel, tu vois. Il a pas chialé parce qu'on avait pété son scooter. Et après, comment tu t'es sentie une fois que c'était fait ? J'étais heureuse. Parce que tout le monde te dira, ouais, la vengeance, ça sert à rien, le temps. Mais, non, les filles, vengez-vous. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un truc où tu dis, je vais le faire chier. En fait, pendant quelques jours, il va parler de moi, pas en bien. Ça va plus être, je vais être sa pute qui l'a souillé. Ça va être, putain, la folle, elle a pété mon scooter. Je préfère être la folle que la pute. Attends, no offense pour les putes. Attendez. On adore les putes. Moi, je vous aime les putes. Mais moi aussi. Vous êtes le sang. Pas dans leur bouche à eux, en fait. Total. Pas dans leur vision à eux. Ça me dérange pas d'être la folle. C'est bon. Ça, je me dis, après tout, si à chaque fois qu'ils faisaient de la merde, ils avaient une conséquence à leurs actes, ils arrêteraient peut-être. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, j'ai arrêté de faire les dates chez moi parce que je veux plus qu'ils amènent leurs énergies toxiques dans mon appartement. Il est beau, mon appartement, il est bien. Je veux pas que mes chats rencontrent des trous du cul. Ils ont une éducation, ces chats. Et mes chats sont mieux élevés qu'eux. Ils vont aux toilettes, mes chats. Ils savent pisser sans en mettre à côté. Enfin, c'est fou quand même. Quand je vois la tête d'un chat, c'est tout petit. Normalement, on a un cerveau qui doit être au moins 10 fois plus gros. Et ils arrivent à ne pas pisser à côté. Bref. C'est vrai. Et même les chats, ils recouvrent leur crotte. Mais oui. Alors que les hommes, ils savent même pas baisser la lunette des chiottes, wesh. Et encore quand ils tirent la chasse d'eau, on est contente. Fou, ça. Je suis vénère, tiens. C'est vrai que même les chats sont plus propres que les hommes. Mais bien sûr. Toi, après cette première vengeance, est-ce que tu te dis direct, putain, mais c'est le début d'un truc, là, ça y est, j'ai vrillé? Moi, non, mes copines, oui, elles l'ont bien capté que c'était finito pipo, qu'elles allaient jamais me récupérer. Et c'est devenu un truc, en fait, elles ont vu aussi, quand je leur tenais ce discours de, ouais, mais en fait, à force de ne rien leur dire, comme je t'ai dit, moi, c'est pas Montessori, quoi. Il faut que tu comprennes ton erreur. Si ça te fait pas chier d'agir comme ça, pourquoi t'arrêterais? J'adore cette phrase, c'est pas Montessori. Est-ce qu'il y a une vengeance que t'as faite, dont t'es vraiment extrêmement fière? Ouais, un petit peu. Ouais, elle est mignonne. Allez, vas-y. Pareil, même schéma, un mec, voilà. Il me rappelle pas. Enfin, non. Il te rappelle tous les 3-4 jours, il te laisse un texto pour dire oui, je pense toujours à toi. Et je sais qu'il part à New York, on est en plein mois d'août, il fait très chaud. Et en fait, comme maintenant je vais chez eux, j'ai le digicode, je sais accéder à chez eux. Et en fait, donc il me ghost. Et maintenant, je pars du principe, tu me ghostes, je débarque chez toi. Tu vas te farcir l'explication interminable pendant 3 heures, plutôt que ton petit texto que t'aurais pu écrire en faisant caca, qui aurait duré 10 secondes. Si je dois attendre 8 heures en bas de ton bâtiment, j'attendrai pendant 8 heures. C'est pas grave. Et donc, il se farcit une explication qui dure un après-midi entier. On va pas s'arrêter là, loulou. Et je reviens quelques jours après, il part à New York et je tapisse sa porte d'entrée. Il est dans un immeuble un peu au standing, d'autocollants Pornhub. J'aime bien. Ça coûte 2,73 € sur AliExpress. Les 200.
C'était une belle affaire. C'était une belle affaire. Je retiens l'astuce. Et donc, je tapisse sa boîte aux lettres aussi pour vraiment que tous les voisins, pas que ceux de l'étage, le voient. Et j'ai fait pipi sur son paillasson. Et on était au mois d'août. Autant te dire que quand il est revenu, il a dû passer un très bon moment. Alors, pour la petite confession, moi, ça m'est déjà arrivé de chier sur le paillasson. Ah, mais je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'il faut être sûr d'y arriver. Non, quoi. moi, j'ai un transit hyper efficace. C'était pas prémédité à la base, je comptais pisser. Ouais, mais là, je me suis retrouvée dans le paillasson, je me suis dit, j'ai bien envie de chier. mais c'est mieux. Et j'ai chié. Et je sais plus pourquoi, si j'avais un sac en plastique ou un truc comme ça, mais je l'avais vraiment étalé. Oui, ça, il faut toujours être un petit peu... Moi, par Ouais. exemple, pour le pipi, j'étais pas sûre d'y arriver sur le moment. On sait pas si on va avoir envie d'uriner. Donc, j'avais fait pipi à la Depardieu dans une petite bouteille avant, dans le sac. Sait-on jamais. Donc, je suis quand même allée avec des autocollants Pornhub et une bouteille de pisse dans mon sac. Le petit tote bag parisien, quoi. La base. Et voilà, je me suis dit au cas où, et donc ça m'a permis d'uriner sur le paillasson et de renverser la bouteille sur la porte pour être bien sûr qu'il mette sa main sur ma poignée, quoi. Mais ça reste, c'est mignon en fait. Non, mais en fait, je me demande comment les auditrices vont prendre ces histoires-là. Moi, je sais que j'ai pas un avis négatif là-dessus, parce que je te rejoins sur le fait qu'à un moment, ça suffit la non-conséquence. Ça suffit je suis plus forte que ça et j'arrête de répondre. Je suis plus forte que ça et je le bloque. J'en ai marre d'être plus forte que ça, parce qu'en fait, oui, tu peux. Je pense en effet que je suis plus forte que ça. T'accumules. Et je pense que je suis pas sûre qu'ils apprennent de leurs erreurs, même avec ces petites vengeances. Mais je me dis quand même que si toutes les meufs qui ghostaient après avoir baisé allaient chier sur leur paillasson, je pense peut-être qu'il n'achèterait plus de paillasson. Mais qu'en tout cas, à un moment, peut-être ça les calmerait. Que peut-être s'il y avait des conséquences à leurs actes, parce que c'est trop facile de juste envoyer un message pour dire je m'excuse, de juste... Voilà, tout ça est très virtuel et t'as aucune conséquence dans ta vie. Je pense que ça aussi, les applications, c'est ce que ça a amené dans notre vie, c'est que aussi maintenant, les gens qu'on rencontre, c'est plus de notre cercle. Exactement. C'est plus des amis d'amis, c'est plus des parents d'amis de je sais pas quoi, c'est des gens totalement inconnus. Donc tu peux te comporter comme une sous-merde avec 100 meufs inconnues qui n'ont aucun lien entre elles, qui ne connaissent aucun de tes amis, sans que ça n'ait aucune foutue conséquence sur la perception que les gens vont avoir de toi. Absolument. Moi vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des copines et de se rendre compte qu'on a quelqu'un en commun et que ce quelqu'un, j'ai baisé avec et qui s'est comporté comme une sombre merde avec moi. Et que la meuf que je rencontre soit persuadée que c'est un mec, un chic pote. Elle n'y aurait jamais pensé. Ouais. Voilà. Et qu'elle soit persuadée que c'est un mec bien, qui communique sans émotion. Non. C'est un mec qui m'a baisé, qui m'a ghosté, des fois même qui m'a joui dans la bouche comme ça sans même me prévenir. Et ça, pour le coup, c'est pas du consentement et c'est du viol. Enfin, et eux, ils vivent leur vie. Il y a un groupe Facebook. Je peux pas en donner le nom parce que c'est hyper secret, où les meufs partagent les profils des hommes pour savoir s'il y a des red flags. Putain, des fois, il y a une photo d'un mec qui est partagée, t'as 100 commentaires de meufs qui se sont fait ghoster par le même mec, qui ont eu les mêmes agissements, les mêmes traitements, sauf que elles connectent par le biais de ce groupe secret, parce qu'elles se retrouvent par le biais de ce poste, mais que sans ça, il se passerait rien. Toi, aujourd'hui, est-ce que ces petites vengeances aident-elles à te sentir mieux ? Ouais, complètement. Aujourd'hui, je ne peux pas passer à autre chose sans avoir fait une petite saloperie. Voilà. Saloperie. Je pense qu'il nous faut plus d'exemples de saloperies. Ça dépend vraiment de l'imagination du moment. Il y en a, il y en a eu un. C'était très très marrant. On s'est vraiment marré. On a fait des faux profils sur Le Bon Coin. On donnait en urgence une caravane. Et du coup, c'était son numéro. Écoutez, alors il y a beaucoup de demandes pour les caravanes. Et donc, c'était son numéro et c'était marqué pas de SMS, appelez-moi, TTU, premier arrivé, premier servi pour une caravane de 1981.
Et donc, le mec a reçu 700 appels en 1 heure. Voilà. Et j'ai été interdite de Le Bon Coin pour caravaning excessif. Parce que je tenais des caravanes toutes les semaines. Quand tu dis ça veut dire que t'as des potes qui t'accompagnent dans ces vengeances? Ouais. Mes copines, en fait, au bout d'un moment, quand elles ont rien à faire, elles aussi, elles me disent, tiens, donne-moi le numéro de l'autre trou du cul de nanana. Et moi, pareil, je m'occupe quand, voilà, ça devient un petit hobby. Est-ce que tes potes ont adhéré à ça et ont commencé à le faire elles aussi? Complètement. Complètement. Vous êtes tout en mode vengeance. J'adore, putain. C'est intéressant. Il y a une question là qui me vient. Est-ce que parmi ces mecs dont tu t'es vengé, à qui t'as fait des petits trucs, parce que moi je considère que c'est des petits trucs. Hein, honnêtement, franchement, tu mets pas la vie des gens en danger, non, quoi. Hein, non, bien tu sûr. mets pas leur santé en danger. Quoique le pipi sur la poignée, on sait jamais. Mais on n'est pas sur des trucs graves. Non. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont repris contact avec toi après? Aucun. Parce que tu penses qu'ils n'ont pas capté que c'était toi? Je pense qu'ils font tellement de la... Ouais, je pense. Je pense que on est tellement un objet de consommation aujourd'hui que en 3 semaines, le temps que je me venge, ils ont consommé d'autres femmes à qui ils se sont... Tu le fais pas direct après? Bah, des fois, je suis occupée. Ça prend du temps. Celui du caravaning, si, mais en fait, il a changé 2 fois de numéro après. Et 2 fois, j'ai fait des faux profils sur des applis. 2 fois, il a redonné son nouveau numéro. Donc, c'est vrai que ça a duré pendant 1 an. C'est une histoire de caravane. Il en a eu un peu ras le cul. Et là, oui, là, il m'a contacté en me disant t'es la seule qui peut être folle au point de faire ça. Et j'étais un peu flattée. Attends, mais ça m'interpelle. Comment ça, t'es la seule qui peut être folle au point de faire ça? Enfin, il y a un truc qui a fait qu'ils pouvaient capter. Parce que les mecs, tu leur dis pas que tu fais ça ou tu les préviens? Je les préviens. Putain, meuf, j'adore comment tu me regardes avec un regard de folle en me disant ça. J'adore ça. Mais c'est ça qui est ouf. Je leur dis, t'es mariée, je vais le dire à ta femme. T'es pas clair, je vais te pourrir ta vie. Vraiment, je leur dis, t'as de l'oseille, je vais te balancer à l'URSSAF. Et ils le font. En fait, c'est que peut-être ils pensent que c'est pas vrai. Ah, mais ils me croient pas. Et pourtant, tu me vois en face, là. Tu vois que je vais le faire. Je sais pas. En fait, je pense que les mecs, il y a tellement d'inconséquences à leurs actes. C'est des années et des années d'impunité à tous les niveaux. Ouais, c'est que ça. Ce soit quand t'as fait une agression sexuelle, que ce soit quand t'as fait telle ou telle chose, que ce soit quand t'es un tricheur. Parce que on fait plein de généralités dans cet épisode. Mais vas-y, meuf, on prend cet épisode pour ce qu'il est. C'est un épisode de 2 folles au micro et on se défoule. On se défoule et c'est pas moi, c'est toi, quoi. Voilà. C'est eux qui rendent zinzin. Et ce terme folle qu'on utilise depuis le début, il est quand même, je trouve très, on l'utilise plutôt en rigolant, tu vois. J'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi plus de meufs ne le font pas. Pourquoi plus de meufs ne prennent pas le pas de la vengeance. De la vengeance pas méchante. Non. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit quand tu me racontes tout ça. C'est finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Qu'est-ce qui ferait qu'un homme ne mériterait pas d'être puni? Moi, aujourd'hui, j'en suis à un stade où je ne veux plus relationner avec eux et donc je n'attends plus rien d'eux. Et pour moi, c'est vraiment classé. Mais le seul truc que j'attends d'eux, c'est... que j'attends d'eux pour mes copines, c'est le respect. En fait, votre sexualité n'est pas au-dessus de tout, parce qu'en général, c'est surtout par rapport à ça. Ta jouissance ne doit pas passer au-delà des principes du respect de ton éducation et juste sois transparent. Et en plus, probablement, tu coucheras plus. Aujourd'hui, ça a un petit côté excitant d'avoir un mec qui te dit en transparence, écoute, moi, je veux pas m'engager, je sais pas si c'est un one shot et si c'est cool, viens, on se revoit. Enfin, pour moi, ça me paraît très simple et à la fois inaccessible aujourd'hui d'avoir cette honnêteté, cette transparence qui permettrait aux femmes de vivre une sexualité plus saine. Puis là, en plus, on emploie le terme sexualité, mais c'est... Relation. Ouais, c'est relation, quoi. Donc, à ce moment-là, t'y crois plus, c'est finito pipo, t'es juste dans la vengeance. Une Kill Bill, mais version caca. Exactement. I spit on your grave. Mais la vie fait que, des fois, il arrive des petites choses, même quand on le veut pas.
Et il s'avère que tu retombes amoureuse de quelqu'un. Oui, en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je tombe connard sur connard? Donc, je réentame une thérapie il y a 4 ans avec un psy incroyable, qui est merveilleux et qui me dit, mais en fait, vous, sur les applis de rencontre, c'est hyper toxique, on n'est pas prêt à avoir autant de rejets, autant de maltraitance aussi, en fait. Comme je te disais, les critiques, c'est très dur, les sites de rencontres. T'enchaînes des critiques sur ton aspect physique, t'es trop grande, t'es trop petite, ton regard, t'as un strabisme, tes dents, enfin, il y a toujours une critique sur ton corps de part de mecs qui sont roulés comme ton doigt de pied, mais pas ils se permettent tout de même. Et donc, voilà. Et je me dis, mais putain, c'est comme si dans une bonbonnière, il y avait 3 bonbons cool et le reste était toxique. Est-ce que je prendrais le risque de me farcir tout le saladier? Non. Donc, je me dis, je vais arrêter de relationner avec eux. Et en fait, à chaque fois, je vois que l'élément négatif de ma vie, ce qui me fait vriller, ce qui me fait du mal, c'est eux. Bah, donc, on enlève eux. En fait, c'est la problématique de ma vie. Et là, donc là, c'était il y a 2 ans et j'arrête la vengeance parce que j'arrête de relationner et je m'épanouis. Je suis une femme libre. J'ai des copines incroyables. J'ai recréé une vie atypique par rapport à la société, mais voilà, je pars en vacances avec mes copines. On fait des dates, on va au ciné, on va au resto, on va au théâtre sans avoir à dire mais si, je t'assure, moi ça me ferait plaisir que voilà, c'est simple, c'est facile et on se fait kiffer vraiment et donc je suis au max, je suis heureuse, je suis libre, je n'ai aucune contrariété dans mon quotidien, je n'ai pas de compromis à faire avec qui que ce soit, je suis libre. Évidemment, ça ne peut pas s'arrêter là. Et donc, un jour, à mon travail, il y a une soirée et je rencontre un mec. Et là, c'est un coup de foudre. Je le trouve merveilleux, je le trouve incroyable. Je me dis qu'il se passe un truc en particulier. Et puis, j'ai l'impression que de son côté aussi. Et donc, on commence à flirter, on s'écrit, on ne travaille plus au bout d'un moment au même endroit, donc on en profite pour se rapprocher. Et au début, il a beaucoup de mal à y aller parce que donc il m'explique qu'il est marié, qu'il connaît sa femme depuis son enfant, qu'il a 2 enfants, mais que je suis incroyable, que c'est avec moi c'est différent, que voilà il comprend pas et moi non plus. Hein, c'était pas mon kiff d'aller sur un mec marié, mais je me dis. C'est la vie et puis c'est un homme droit, c'est un homme respectueux, il est gentil, il est doux, on met beaucoup de temps à arriver à l'acte sexuel. Donc avec moi ça sera différent. C'est pas comme le cliché des femmes mariées, c'est pas un film TF1. Moi c'est de l'amour, moi c'est différent. Ça me fait vraiment penser à la scène de Leila Bekti dans Tout ce qui brille, moi il m'aime. Ouais. Et moi il m'aime. Moi, avec moi, c'est différent. Et pourtant, je deviens le cliché de la meuf qui attend derrière son téléphone, qui laisse 5 minutes pour me voir. Et puis s'enchaîne, voilà, une relation où c'est incroyable, où c'est beau, où je suis heureuse. Moi, il y a une question tout de suite qui me vient quand tu me racontes ça. Je pense que la société a un regard très dur sur les femmes qui fréquentent des hommes mariés, des hommes en couple, etc. Et je comprends. Bien totalement. Sûr, pourquoi aussi, Je pense que toutes les meufs se disent jamais de ma vie je ne fréquenterai un homme marié en couple que jamais. Mais c'est drôle parce que t'emploies pour parler de lui les termes droit, respectueux, etc. Je trouve que ce serait intéressant de savoir à ce moment-là qu'est-ce qui fait que t'omets complètement cette notion qu'il est en couple. J'entends le truc de moi c'est différent, moi il va m'aimer, mais avec toute la colère que t'as vis-à-vis des hommes à ce moment-là, etc. Comment ça se fait que ça balaye tout d'un coup, malgré qu'ils soient en couple et tout? Il y a un truc, en fait, avec l'homme marié, c'est que toi, tu vis que les meilleurs moments. Ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'il vit un quotidien, qu'il ne sait plus séduire sa femme, et qu'avec toi, il met toute la séduction. Donc, tu ne vis que les meilleurs moments, vu qu'ils sont interdits. Eh bien, pendant 2 heures, 5 heures, 8 heures de sa semaine, il sait se concentrer pour faire de toi... une reine, en fait. Et du coup, tu dis, c'est ok, c'est beau, en fait, et il sait le faire, mais en fait, parce qu'il ne sait plus le faire avec elle. Il n'y a pas de moment où tu
pense à sa femme? Au début, non. Au début, pas trop. Parce qu'en fait, pour la première fois, je sais qu'il ne me ment pas. J'ai plus de mensonges. Je sais avec qui il dort le soir. Je sais où il est le soir. C'est pas j'avais plus de batterie, je suis pas joignable pendant 2 jours. Je sais. Le soir que t'es avec une, que probablement tu regardes plus, que probablement tu ne touches plus, ou alors de façon très très mécanique. Et je sais que vous partagez un mécanisme du quotidien, les enfants, la popote, les dîners entre amis, machin, mais que l'étincelle, c'est avec moi que tu l'as. Et surtout, vraiment, c'est le côté je n'ai plus de mensonges. Je sais la vérité et je décide de l'accepter. Parce que j'en suis à un stade où je me dis c'est le meilleur qu'un homme puisse m'offrir. Est-ce que tu t'es sentie coupable pour cette femme-là? Non. Je comprends. Parce que je me suis dit c'est pas de ma faute. Il est là, il va la quitter, donc il va lui redonner sa liberté à elle aussi de réaimer quelqu'un. Tu vois, ils ont la quarantaine un peu avancée. C'est encore possible à cet âge-là. Enfin, c'est possible à tout âge d'ailleurs. Mais il va lui rendre sa liberté. Et après tout, est-ce qu'elle mérite aussi un homme qui la regarde plus, un homme qui la séduit plus, un homme qui est là sans être là? Je pense que cette femme mérite autre chose. Peut-être que je suis l'élément qui va lui rendre sa liberté. Peut-être que je suis l'élément qui va déclencher un changement de vie que ni l'un ni l'autre n'aurait opéré parce que trop habitué à un quotidien. Donc, oui, elle va passer par une phase difficile. Oui, ça va être violent. Mais je pense qu'une meilleure vie l'attend que celle qu'elle a aujourd'hui. Est-ce que tu as vu des images de cette femme? Bien sûr. Je suis obligée de te demander ça parce que je sais ce que les auditrices vont penser en écoutant ça. Ouais, moi, je pense bien aussi, oui. Parce qu'il y a un regard qui est très dur sur bien les sûr. femmes. Les briseuses de ménage. Voilà, il y a un regard qui est extrêmement dur. Et donc, moi, j'ai pas envie que les gens écoutent cette histoire en se disant que t'es une grosse salope. Je pense que tout est à nuancer. Je ne souhaite à personne d'être la femme, la seconde femme. Je reste persuadée que le premier coupable, c'est l'homme qui trompe sa femme. C'est pas bien la sûr. femme. Moi, je lui ai rien promis, je lui ai rien juré à cette femme. Je lui ai pas dit qu'on passerait notre vie ensemble. Ouais. Est-ce que y a un moment où il t'a fait croire qu'il allait quitter sa femme? Pas vraiment. Pas vraiment. C'était plus sournois. C'était tu sais, avec elle, il y a plus rien. On reste pour les enfants. Mais avec toi, c'est incroyable. Je retrouve ma jeunesse. Je me sens heureux, en fait. Et donc, pourquoi, dans ma tête, ça a été un raccourci de pourquoi tu veux être heureux 5 heures par semaine quand tu peux l'être dans un quotidien? Pourquoi tu te contentes du minimum? Sauf qu'en fait, moi, j'ai biaisé le prisme en me disant, oui, mais en fait, toi plus elle, c'est la perfection. J'ai pas aussi voulu voir que non, pour lui, c'était beaucoup plus confortable d'avoir 2 qu'une. Ouais. Il est toujours avec elle. Il est toujours avec elle parce que, donc, au bout d'1 an... Ça a duré 1 an? Ouais. Oh, waouh! Quelle patience, ma sœur, quelle patience. Je pense pas. C'est pas ma principale qualité, la patience. Et on est d'accord qu'en parallèle de lui, toi, tu voyais aucun autre homme? Ah ouais, donc t'étais exclusive, toi, à lui. Ouais. Parce que je me voyais pas du tout à... J'avais envie de personne d'autre que lui, en fait. J'étais amoureuse. Au bout d'1 an, donc j'ai un boulot assez intense et j'ai eu envie de changer de vie, d'aller dans un autre domaine. Et 1 semaine après ma démission, j'ai fait un AVC. Et donc, ça m'a confirmé que fallait enlever les éléments stressants de ma vie. Donc, j'ai arrêté de fumer. Alors, ça ne se voit pas aujourd'hui. Mais voilà, j'étais une grosse fumeuse. J'ai arrêté tout ce que j'aimais. J'ai arrêté donc du coup mon domaine de boulot que j'adorais, mais trop stressant. J'ai arrêté l'alcool que j'adore, mais qui est pas très bon non plus. J'ai arrêté la clope et je lui ai dit, je t'aime du plus profond de mon cœur, mais t'es un élément stressant dans ma vie et en fait j'ai envie d'être heureuse. J'ai envie qu'on se réveille le matin ensemble. J'ai envie de te raconter ma journée le soir et j'ai envie qu'on avance en fait et je suis prête à t'as 2 enfants, moi je voyais pas ma vie avec des enfants, ça va être un peu la merde mais vas-y, on va trouver des solutions parce qu'on s'aime et
Et là, panique à bord. Panique à bord. Là, je deviens chiante. Là, c'est beaucoup moins confortable. Je n'ai jamais rien demandé en 1 an. Donc, oula, panique. Oui, mais non, mais je veux pas te perdre, mais reste dans ma vie, mais je sais pas. Enfin, voilà. Chaque jour, donc je passe par des caps. Chaque jour, je ne sais pas de quelle humeur je vais me réveiller parce que je ne sais pas quel message je vais recevoir. Je commence un nouveau boulot et donc, je me dis, moi aussi un petit peu panique là, 2 gamins, waouh, attends, on va se laisser un petit peu de temps. Et donc, on convient de se donner encore 6 mois et de voir si on s'aime toujours au bout de 6 mois et de prendre la décision. Ce qui était une grosse douille de sa part, on est bien d'accord. Mais moi, ça m'allait. Et un week-end, en fait, l'angoisse, elle est trop forte. Un dimanche, je n'arrive plus à penser à autre chose qu'il est avec elle. Il est en train de bouffer ses petites coquillettes au jambon avec elle pendant que moi, je suis toute seule, que je fais mon rendez-vous chez le médecin demain, qu'en fait, mon cerveau, il a pété. Au sens propre, mon cerveau a pété parce que vous usez de moi tout le temps et c'est comme ça que je l'ai pris et donc je l'appelle. Et d'habitude, bien élevé, j'appelle pas sur les heures non ouvrables. J'appelle 1 fois, 2 fois, 30 fois et puis... il est pas content, il éteint son téléphone et puis 2-3 jours après, on s'appelle, il me dit oui, t'as été trop loin, t'as dépassé le fil rouge, donc c'est fini. Enfin, on s'explique pendant 1 heure et puis on convient de se dire non mais il faut qu'on s'explique en face à face. T'as des réponses que je n'ai pas, j'ai besoin de te voir. Il me dit oui, bien sûr. Je t'appelle demain et on fixe une date pour se voir. Et je n'ai jamais eu de réponse. Super. Étonnant. Ouais. Vraiment une grosse surprise. Et donc, je ne lâche pas le steak. Je lui écris tous les jours en lui disant alors ma date, voilà, non. Et au bout d'1 mois, j'envoie le fameux pavé qu'on a toutes dans Notes, qui a été écrit au fur et à mesure des insomnies. Et puis, ça part. Le long pavé part en disant à quel point tu m'as fait du mal. Et la dernière phrase est j'ai préparé mes cadeaux de Noël, ta femme va recevoir le sien. Un partout, balle au centre. Est-ce qu'il était au courant de ton passé de vengeresse? Ouais. Donc il savait très bien où il mettait les pieds. Tout à fait. Il savait très bien que tu étais capable de passer ce cap-là. Oui, il a su des choses que j'ai faites pour moi ou pour des copines à moi. Donc il savait très bien où il allait. Bien sûr. Et donc ce message part. Puis évidemment pas de nouvelles. Et s'ensuit 2-3 jours de rien. Moi, je suis un peu satisfaite parce que je me dis, il doit serrer du cul. Là, en ce moment, il doit se demander quand est-ce que ça va tomber. Et appel du commissariat qui me dit, oui, vous avez quelques papiers à venir signer. Attends, parce que toi, du coup, donc t'as envoyé quelque chose à sa femme à ce moment-là? Non, rien, juste à lui, pour lui dire, je vais le faire. Ok, donc tu n'as pas pris contact avec la femme, tu lui as juste dit à lui... Du bluff. Ok. Enfin, du bluff. C'était en process, effectivement, ouais. elle espère, mais en fait, je voulais le faire le jour de Noël. C'était ça mon enjeu. Ça, c'est dur quand même. Je sais. Là, je suis quand même obligée de te le dire. Moi, je suis avec toi depuis le début dans la vengeance et tout. Là, c'est quand même une meuf avec ses enfants et tout, le jour de Noël. Non, là, je te valide pas. Là, je dis non, ma sœur. Ça n'a pas été fait parce que quoi? Donc, tu ne fais rien. Je fais rien. Il y a le commissariat qui t'appelle. Le commissariat m'appelle, oui. Est-ce que vous pourriez venir signer quelques papiers? Il y a un petit litige avec monsieur machin. Ouais. Ok, moi, cul propre, je me dis, bon, ça va, je t'ai envoyé un petit message. Par rapport à ce que nous on vit, tu vois, je me dis, pas ce qu'il m'arrive quelque chose. J'appelle mes copines, mais n'importe quoi. Vas-y, sereine. J'arrive au commissariat et là, je suis mise en garde à vue immédiatement. Je pose mon manteau et le major me dit, il est 9h08, vous êtes placé en garde à vue pour chantage. Et en fait, il tournait en gros la plainte, parce que j'ai lu la plainte. C'était pas retenu dans la plainte, mais comme quoi j'avais abusé de lui pendant 1 an sous le sceau du chantage en disant depuis 1 an, elle me dit qu'elle va balancer à ma femme, donc je suis obligée d'être à sa portée pour toutes ses pulsions. Mes pauvres pipous. Ah, mes bichettes, ça va pas trop. Et donc, franchement, je m'effondre au commissariat. Là, j'y arrive plus.
Je me dis, mais on est dans un film. Et donc, le major me dit, mais vraiment, il n'y a rien dans la plainte, vous inquiétez pas. On est obligé de prendre toutes les plaintes maintenant. Ouais, c'est marrant, c'est quand même que celle des hommes, mais bon, passons. Et je me dis, mais de toute façon, il prend ma déposition et ça y est, c'est fini. Enfin, je sors après. Sauf que non, je suis placée en cellule. Ils enlèvent mes lacets, je suis déshabillée, je suis fouillée, on prend mes empreintes et je suis en cellule. Donc en cellule, j'imagine que vous en avez pas fait, mais il y a moi, il y avait des rats qui sortaient des toilettes, donc plein de caca. Des excréments, le banc était rempli d'urine, et puis en fait, tu sais pas quelle heure elle est, tu sais pas, enfin c'est lunaire en fait, et je pleure, vraiment, je n'ai plus de dignité, je n'ai plus rien, je suis effondrée, et je me dis, je passe plus de temps en cellule que mon violeur, que mon agresseur, que l'agresseur de mes copines. Moi, je suis punie parce que je lui ai dit, je vais le dire à ta femme. Et en fait, pendant ma garde à vue, t'as le droit à un coup de fil, et donc j'appelle ma meilleure amie qui, elle, appelle toute la fanfare, avocat, machin. On prend une ténor du barreau, spécialiste. Et au bout d'un moment, ils me sortent, en fait, parce que c'est pas juste, mais en attendant... T'es restée combien de temps, garde à vue ? Je suis restée une journée. Oh. Et en fait, mes amis, toujours incroyables, sont là à la sortie du commissariat, me prennent en charge complètement. Enfin, je vomis, je supporte plus le bruit, je supporte plus la lumière. Ils me mettent chez moi et je sais plus. En fait, je crois que j'arrive plus à réfléchir. Je me dis, mais c'était une histoire d'amour et tu m'as fait enfermer parce que... Enfin, pour moi, c'est le bal des folles, en fait. T'as voulu me faire enfermer parce que je te disais un truc qui t'a contrarié. Mais moi, je lui ai rien promis à ta femme. Moi, je lui ai rien dit. C'est toi et ton engagement. C'est pas le mien. C'est 1 an de relation. Et tu pouvais pas juste venir à ce rendez-vous, t'expliquer et me dire, je suis désolée. Et ouais, et ça a été une descente aux enfers, en fait. Ça a fait renaître toutes les souffrances que l'homme a véhiculées en moi, en fait. Et il y a eu une deuxième confrontation au commissariat. Avec lui ? Ouais. Où on m'a demandé de signer un papier de confidentialité. En fait, c'était pour ça. Je croyais que c'était pour des excuses. Et donc, je suis arrivée en me disant, super, il va enfin s'excuser, même si elles sont pas trop sincères, il y aura des keufs quand même. Et on me dit, ça serait bien, il y a un petit papier que vous pourriez signer. Est-ce que tu étais obligée de le signer ? Je l'ai pas signé. J'ai dit jamais de la vie. Pourquoi moi je la garderais secrète, cette histoire ? Pourquoi moi je vais me taire ? Non, je signe pas. Et donc je relis sa plainte et je suis... il me qualifie de pervers narcissique érotomane. Et donc, lui s'est pris pour Michael Jackson. Je suis une fan et je suis tombée amoureuse. Et pervers narcissique, toi et moi, Leslie, on sait très bien ce que ça signifie. Et en fait, je vrille vraiment. Alors là, je fais un truc de folle. Je prends la plainte et je lui la fous dans la figure, en fait, au commissariat devant le major. Et je lui dis, moi, je suis pervers narcissique. Tu veux que je sois folle ? Je suis folle, en fait. Je perds pied parce que... Et je lui dis, mais t'as lu ça dans Biba Magazine ? Vous faites des tests de personnalité qu'on fait sur la plage, nous ? Vous utilisez nos EDL, nos éléments de langage. Nous, nos souffrances, vous les utilisez contre nous. Tu sais ce que c'est qu'une pervers narcissique ? T'aurais envie de te pendre aujourd'hui. Tu sais pas ce que c'est qu'un pervers narcissique, toi ? Tu sais pas ce que c'est que tout ça ? Tu sais pas ce que c'est que d'avoir tellement mal que tu chiales sous la douche ? Tu sais pas ce que c'est que de regarder ton plafond des nuits entières ? Tu sais pas ? Et toi, tu viens me traiter de ça ? Je l'ai pas laissé me manger, je l'ai pas laissé... me rabaisser de la même façon. Après, probablement qu'aux yeux des hommes, j'étais une folle. Mais par exemple, tu vois, il a envoyé tous mes nudes au commissariat. Donc quand je suis arrivée, mes nudes étaient étalés sur la table des majors. Et je vois pas ce que ça a apporté à la plainte, à part me rabaisser. Et donc, je leur ai hurlé dessus tous les deux en disant que c'était des hommes hétéros qui jugeaient de ce qui était bien ou non dans cette plainte. Et qu'est-ce que ça apportait, en fait, de voir mon corps là-dedans ? Je sais pas, ils m'ont demandé de donner tous les éléments que j'avais contre toi. Et voilà, ça aurait été des cartes Pokémon, c'était la même chose.
tout le monde va se poser la même question, parce que moi, c'est la question que je me pose. Et quand je me pose une question, je pars du principe que tout le monde se pose cette question-là. Tu as bien raison. Est-ce que tu as informé sa femme de ce qui s'était passé ? Pas encore. Pas encore. Les silences en disent long. Et je pense que ça nous amène sur la fin de cet épisode. Mais en tout cas, j'ai hâte que tu me racontes, moi, en off, si la femme est au courant. C'est une question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode, mais je pense quand même connaître un peu la réponse. Pour l'année à venir, qu'est-ce qu'on te souhaite, sentimentalement parlant ? Ah, de l'oseille. Que de l'argent. Souhaite-moi de l'oseille. On veut même plus de mecs. Voilà. C'est que de l'oseille, que de l'oseille, que de l'oseille. Voilà, que de l'oseille. Pour la santé, c'est différent, mais pour tout le reste, il y a Mastercard, tu vois. Je veux m'acheter tout ce que je veux parce qu'apparemment, ils sont capables de te rendre heureuse. Donc, non, je veux plus miser là-dessus. Je veux miser que sur moi et ma carte bleue. Est-ce que tu penses quand même que tu vas retomber amoureuse ? Non. Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait te faire changer d'avis ? Bah, je lui souhaite bon courage. Je lui souhaite d'être solide sur ses appuis. Merci énormément pour cet épisode. Merci à toi. C'est dur de finir un épisode comme celui-ci, il était très intense. Merci les copines et les copains qui nous écoutent. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, je vous invite à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast et un petit commentaire, voire même vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous souhaitez suivre mes aventures tout à fait passionnantes sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Leslie, LESLYE.Granaud, GRANAUD. Et je vous partage plein de choses hyper intéressantes, notamment ma maladie, mes problèmes de santé, etc. On s'amuse, c'est que du lol en ce moment sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup, Elsa. Et je t'ai même pas posé la question, du coup, d'habitude, je demande à tous mes invités, est-ce que si quelqu'un tombe amoureux de toi en écoutant cet épisode, est-ce qu'il nous contacte ? Mais je crois... Oh, je pense qu'il devrait aller en thérapie s'il tombe amoureux sur cet épisode. C'est qu'il a quelque chose à soigner quand même. Donc, je vais en thérapie, on en reparle un petit peu après. Je crois aussi. En tout cas, vraiment, merci beaucoup encore pour cet épisode. Merci à toi. J'ai pas les mots, c'était vraiment un super épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle vie. Une très belle vie. Et comme toujours, bonne journée et vive le féminisme.